Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Prime Politique. Aujourd'hui, on est avec un acteur politique, membre du parti Bloc républicain. Avec lui, on va écumer quelques sujets majeurs de l'actualité. Vous savez, le cadre de concertation des forces de l'opposition réunies il y a quelques jours a entrepris des démarches. Il a été d'abord reçu par le ministre de la Justice. Ensuite, ils ont entrepris d'autres concertations avec les partis de la mouvance notamment le parti Union progressiste Le Renouveau, le parti Bloc républicain ainsi que le parti Moël Bénin. Il semble que toutes ces formations politiques se sont entendues pour leur fermer la porte. On en dira un mot dans le cours de cette émission. Toujours par rapport à cette actualité, on sait que l'audit du fichier électoral est en perspective. Qu'en sera-t-il par rapport aux prévisions de 2026? Notre invité répondra aux différentes questions. Et puis, au niveau de Parakou, un jeune étudiant a été retrouvé mort. On parle de bavure policière, on parle de clarification de la police républicaine ainsi que des mises en garde sévères de l'autorité de tutelle. Que peut-on comprendre de cette actualité? Voilà autant de sujets qu'on va aborder avec notre invité, M. Antoine Adoukonou. Bonjour à vous. Bonjour, frère. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi. Je rappelle une fois encore à tous ceux qui nous suivent que vous êtes acteur politique, membre du parti Bloc républicain. Alors, vous avez vu un peu le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Ce cadre est allé vers l'Union progressiste de Renouveau et il est allé également vers vous à l'Union progressiste. Et vous vous êtes entendu pour leur dire non. Pourquoi? Bon, est-ce qu'on s'est entendu? Je pense que c'est trop dit. Certainement que on a raisonné par Hum, rapport à tout ce qu'il y a comme dispositif hum, en termes de loi aujourd'hui hum, par rapport aux problèmes qu'il pose. Et certainement, il pose un problème dont la solution, en fait, n'existe pas. hum, On pose le problème hum, euh, d'auditer le fichier électoral. hum, Aujourd'hui, dans l'arsenal juridique béninois aujourd'hui, il n'existe plus un fichier électoral. Qu'est-ce qui existe? Ce qui existe aujourd'hui, c'est une liste électorale informatisée. Par le passé, on avait effectivement ce que nous appelons fichier électoral parce que dans les anciennes dispositions, il y avait une structure que nous appelons le COS. Il y avait un recensement électoral qui se fait. Et dans ce fichier-là, c'est l'ensemble des électeurs qui s'inscrivent. Et c'est ça que nous appelons fichier électoral. Mais depuis un moment où les textes ont été revus au Parlement, avec le nouveau code électoral, nous n'avons plus aujourd'hui ce problème d'inscription des électeurs sur un fichier. Ce que nous avons, Hum, c'est que nous avons l'ANIP, qui est d'abord un organe technique, et de ce fait, enregistre tous les Béninois de 0 à leur mort. Et maintenant, dans ce fichier qui est un fichier technique, c'est-à-dire qui prend tous les Béninois en compte, on a donc un registre physique des personnes par commune. Et après, ces registres communaux sont agrégés pour faire le registre national. Et c'est à partir de ce registre national que l'ANIP, conformément à des délais, extrait les citoyens béninois en âge de voter. Et cela va se faire 180 jours avant la date du scrutin. Dans un premier temps, hum, ça va se faire sans qu'on ait indiqué les centres de vote hum, ou les bureaux de vote pour les citoyens. hum. Et après, il y aura une deuxième phase où on va sortir maintenant la liste 120 jours avant le scrutin où il y aura
ces centres de vote, tout ça là. Là, et puis finalement, l'ANIP va transmettre 60 jours avant le scrutin, la liste électorale même, d'accord, après 15 jours d'affichage. Donc, je dis tout ça là pour dire qu'en réalité, c'est quand le processus au niveau de l'ANIP, conformément à ce délai, va commencer pour l'extraction des personnes en âge de voter, que le problème que pose le cas de constatation me paraît évident. C'est là qu'on aura pas un fichier électoral, mais une liste électorale provisoire qui permet donc à chacun maintenant d'observer le travail qui a été fait au niveau de l'ANIP et de se porter pour faire des observations. Ils ont justement souhaité auditer la liste, appelons-le ainsi, liste électorale informatisée, comme vous venez de le signifier. L'opposition a souhaité quand même auditer cette liste-là. Le gouvernement a donné d'ailleurs son accord. On a vu que le cadre de concertation a été reçu par le ministre de la Justice, M. Yvon Deschenous. Donc, les échanges ont été quand même assez sympathiques pour les images que nous avons aperçues de loin. Je n'y étais pas. Et donc, ça veut dire qu'ils ont quand même raison d'entreprendre cette démarche-là auprès des autres forces de la mouvance. Quand on sait qu'ils ont sorti un communiqué pour expliquer quand même qu'ils vont concerter tout le monde, la société civile et toutes les forces politiques, est-ce que l'opposition n'est pas dans une bonne démarche que vous devrez accompagner? Pourquoi on sent que, oui, sur les images, vous les recevez, vous souriez et tout, mais juste après, vous leur expliquez que vous n'êtes pas d'accord avec leur démarche. Pourquoi cela? Bon, d'abord, le fait de les recevoir ne signifie pas forcément que vous êtes d'accord avec... Voilà, qu'on est d'accord, qu'on est d'accord avec ce qu'ils disent. Mais moi, pour moi, puisque c'est une invitation qu'on a envoyée aux partis, et les partis se doivent, puisque la collaboration, s'asseoir pour parler, c'est quand même le minimum requis. Donc, les partis répondent à leur appel. Mais c'est après l'appel maintenant que on les écoute. Et quand on les écoute, on émet l'avis qui permet quand même d'avancer. Donc, le fait de recevoir ne signifie pas que on est d'accord avec ce qu'ils disent, mais il ne faut pas opposer un refus de recevoir. C'est comme ça, moi, je conçois les choses. Donc, ils sont reçus, ils ont posé leurs problèmes. Et comme je viens de vous le dire, vous savez, quand vous lisez bien le communiqué de l'Union progressiste, le renouveau, ce communiqué est bien clair. Vous savez, les partis de la mouvance, peut-être que vous allez voir quand ils vont recevoir d'autres partis de l'opposition, peut-être que le débat peut prendre une autre allure là-bas. Mais les partis de la mouvance qui sont représentés au Parlement et qui ont voté une loi en retraçant le processus d'extraction de la liste électorale informatisée dans les tests, est-ce que vous concevez que c'est ces mêmes partis qui aujourd'hui vont s'associer à ce cas de concertation pour ne pas avoir confiance dans ces tests? En fait, le problème, il est là. Quel intérêt l'Union progressiste aura aujourd'hui, ou bien le BR, ou bien un parti de la mouvance aura aujourd'hui, à dire que je suis avec le cadre de concertation pour aller auditer une liste électorale qui n'existe pas encore? Mais quand ça va exister, est-ce que vous êtes d'accord pour l'audit? Bon, vous-même au niveau de la mouvance? Non, de façon générale. Ce n'est même pas une question de mouvance. C'est une question nationale. Mais là, c'est l'opposition qui veut auditer. Est-ce que vous-même, au niveau du Bloc républicain, puisque vous êtes membre de ce parti, est-ce que vous voulez qu'on audite ça, le fichier ou la liste? Ce n'est pas... Est-ce que ce n'est pas qu'on veut qu'on audite? Le législateur a prévu des délais pour qu'après affichage, là, chacun puisse, si c'est le terme audit que vous voulez utiliser, puisse auditer.
pour voir si, par exemple, lorsqu'on affiche les listes électorales, la loi a prévu, par exemple, la radiation de ceux qui sont décédés. C'est l'exemple que je donne de la liste. Si on affiche les listes et que vous voyez des personnes décédées qui sont sur la liste, vous devez signaler, ne serait-ce qu'en tant que simple citoyen même. D'accord? Donc, les partis politiques auront à faire ce travail. Même si le cadre de concertation n'en avait pas fait une préoccupation, pour l'intérêt et l'enjeu que constituent les élections, tous les partis prenantes, surtout en tant que parti politique, chacun veut se voir compétir avec une liste fiable. Donc, quand la période sera là où on va faire l'extraction, tout ça là, on n'a même pas besoin du cas de concertation pour aller apprécier la liste qui est extraite. Vous dites au niveau du bloc républicain, il y a du poids lourd qui arrive. Est-ce que ça vous fait peur? Bon, non, moi je ne pense pas que ça va faire peur, puisque ce n'est pas le cadre de concertation qui ira au vote. Mais on dit que l'union fait la force, donc s'ils se réunissent, ça veut dire que... D'une manière ou d'une autre, s'ils se réunissent pour parler le même langage, c'est toujours une avancée. Leur voix va plus peser sur la scène politique. Bon, et nous avons la finalité même des réformes, c'est de voir ces grands regroupements apparaître. Donc, ce qu'ils font, c'est dans la droite ligne de la réforme. Ce que nous avons voulu en faisant les réformes, c'est qu'on quitte les micro-partis, que dis-je, ces particules-là, ces partis politiques que moi je qualifie de récépissés, quelqu'un qui a son parti politique dans son sac. Le mot est fort, monsieur Alouko. Oui, ce sont des partis politiques récépissés. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens comme vous au bloc républicain. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous dites que tout le monde n'a pas les moyens, la volonté du législateur, ce n'est pas de voir tout le monde créer de partis. Ce n'est pas pour rien que, vous savez, à la veille de la réforme du système partisan, nous étions à 278 partis politiques régulièrement enregistrés au ministère de l'Intérieur. Et quand vous voyez, vous verrez que les partis qui animaient la vie politique et qui sont représentés en tant que tels au Parlement et dans les conseils communaux et municipaux, c'est à peine une dizaine. Ça veut dire que tous les autres partis-là sont des partis satellites ou bien des partis que je qualifie de récépissés où chacun dit que je suis le président de tel parti. Et c'est à lui seul, et avec son sac-là, son parti est dans son sac ou bien sur son téléphone. D'accord, le parti s'arrête sur WhatsApp. On ne peut pas continuer avec ça. C'est pourquoi nous avons estimé que, à défaut de la volonté des acteurs politiques d'aller vers de grands recoupements, il faut par la loi, par des mécanismes, contraindre les gens à rester ensemble. Ce qui est fait d'ailleurs. Alors, on sait que 2026 est dans le viseur de tout le monde. Vivement que Dieu nous garde d'ici 2026. On sait aussi que sur l'échiquier politique, ce n'est pas assez clair, monsieur Antoine Alouko. Nous, on ne sent pas les langues se délier, des candidats se déclarer ouvertement, alors que 2024 est bientôt fini. On est pratiquement aux portes de l'année 2025. Pourquoi au niveau du bloc républicain, vous ne vous décidez pas? Qui sont vos candidats pour 2026? Bon, je pense que le constat que vous avez fait, il est réel, mais il n'est pas propre au BR, vous savez ça. Même dans l'opposition, on ne connaît pas les candidats. Vous voulez connaître les candidats de l'opposition avant de déclarer les votes? Non, ce que je dis, c'est pour dire que, tel que je vois, le cadre juridique actuel en est pour beaucoup. De quoi vous avez peur? Non, je vous ai dit que aujourd'hui, vous connaissez bien les conditions pour être aujourd'hui candidat
à une élection présidentielle au Bénin. Ce ne sont pas des conditions faciles. Il faut être parrainé, d'accord, par 15% au moins des députés ou maires, d'accord? Et ces parrains, députés ou maires, doivent provenir d'au moins 3/5 des circonscriptions électorales. Voilà la condition. Donc, c'est une des conditions très difficiles. Mais en plus de ces conditions, aujourd'hui, il faut que le candidat provienne du parti politique, soit proposé par son parti politique, ou provient du parti. C'est-à-dire que le parrain, un parrain UP, n'est pas libre d'aller parrainer un candidat BR, sauf s'ils ont l'accord de gouvernance. Donc, si vous voyez toutes ces conditions, vous verrez que ce n'est plus facile à quelqu'un de se lever pour dire que je vais être candidat aux élections présidentielles dès qu'il n'est pas sûr que ces conditions-là sont remplies. Et comme ce sont les partis politiques, donc en fait, qui décident là, je peux vous dire que ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler pour dégager le duo. D'accord? À quel moment on connaîtra véritablement les candidats? Je pense que il appartient aux partis politiques dans ce cas d'espèce de faire le timing. Parce que le tout ne suffit pas de présenter le candidat. Il faut Ou les candidats à passer à plusieurs élections. Il faut travailler à l'interne du parti pour que le candidat ou bien le duo de candidats qui sera présenté ne soit pas aussi rejeté au sein du même parti. Vous savez qu'un homme politique est un homme d'ambition. Il y a plusieurs ambitions dans les partis. Donc, il faut travailler à concilier les ambitions pour que, en sortant un duo, ça soit après qu'on ait apaisé les uns et les autres, qu'on ait rallié les uns et les autres à la cause de ce duo. Sinon, si on ne prend pas le temps de le faire et qu'on reste sous la pression de vous, journalistes, qui posez ces questions-là, si on reste sous cette pression-là, c'est qu'on va présenter un duo et dans le même parti, ça va s'éclater. Et je suis sûr qu'en ce moment, vous aurez encore trouvé du travail pour dire que, bon, voilà des partis où on présente des candidats et dans le même parti que ça va dans tous les sens. Et nous, les hommes politiques, étant conscients de ça, on veut éviter ça. Donc, donner le temps aux gens de concilier les partis, de prendre les décisions qu'il faut faire pour que vous ayez quand même des candidatures moins contestées. Mais le temps presse. Le temps ne joue pas forcément en votre faveur. Non, le temps presse. Mais mieux vaut tard que jamais. Dans le contexte actuel, moi je préfère que beaucoup de temps soit pour la cuisine, pour les couloirs, et que le peu de temps qui reste soit pour la publication des noms. Certains estiment que pour la désignation de vos candidats, vous attendez des instructions de quelque part ou de quelqu'un. Est-ce vrai? Non, soyez précis. Même si de quelque part, non. Soyez précis, les gens disent qu'on attend que le chef de l'État donne son avis avant que les partis soutenant son action ne se prononcent. Je pense que... c'est vrai ou pas? Non, ça peut être vrai. C'est-à-dire, le chef de l'État a une majorité présidentielle. Donc, son point de vue sur la vie de ces partis-là est aussi attendu. Il est aussi attendu. Surtout que c'est quelqu'un qui a gouverné pendant 10 années le pays et qui souhaite quand même voir que celui qui va le succéder soit quelqu'un qui est là pour défendre l'intérêt général. Donc, à partir de ce moment, il va participer au débat, il peut donner des conseils et
orienté. Ce n'est pas encore... Ça, là, pour moi, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Ce n'est pas quelque chose où... C'est vrai que les gens le disent sous le format que, bon, les partis n'ont aucune force, c'est le chef de l'État qui veut désigner. Mais ce format, c'est un format d'intoxication. Le vrai format, c'est que il a une mouvance présidentielle, il a une certaine expérience, il peut donner des conseils, il peut faire des appuis, il peut orienter. Comme tout le monde peut aussi faire la même chose dans ces partis-là. L'essentiel, c'est d'arriver à dégager un duo qui non seulement va gagner, mais sera un duo qui va gouverner le pays dans l'intérêt général de tous les Béninoises et de tous les Béninois. Enfin, le débat, c'est ça. D'accord. 2026 approche, ça, tout le monde le sait. On a constaté quand même un petit mouvement au niveau d'une autre formation politique qui soutient les actions du chef de l'État. C'est au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau. Cela ne vous aura pas échappé quand même que l'ancien syndicaliste Noël Chadaré devient maintenant plus officiellement un acteur politique. Est-ce que cela vous a surpris? Bon, je dirais que ça m'a surpris si je me mets sous l'angle de ce syndicaliste qui a été secrétaire général confédéral. Et la pratique au Bénin, c'est que ceux qui ont occupé de si grands rangs dans le mouvement syndical n'arrivent pas à s'afficher politiquement, à prendre une couleur politique. Bon, après qu'il ait quitté bien sûr ses fonctions. C'est là peut-être que je suis surpris. Bon, mais je ne suis pas surpris parce que Noël Chadaré est un citoyen béninois. Il jouit de tous ses droits civils et politiques. Et aucun test du pays ne dit pas que, bon, pour avoir été syndicaliste, secrétaire général confédéral de la COSI, vous ne pouvez plus être membre d'un parti politique. Aucun test ne le dit. Donc, il a le même droit que tout le monde d'adhérer à un parti comme à s'en retirer. Donc, sur cet aspect, bon, je ne suis pas surpris. C'est un citoyen béninois qui a voulu s'engager politiquement pour mettre peut-être ses expériences, d'accord, accumulées dans le syndicalisme au service de son pays. C'est sûr que il sera beaucoup écouté, par exemple, si l'Union progressiste devait avoir des conseils sur des attitudes, des comportements à tenir vis-à-vis des revendications syndicales. Si le parti doit prendre une position, celui-là, par exemple, sera d'une utilité remarquable. Donc, c'est pourquoi je dis qu'après avoir été syndicaliste, rien ne l'empêche d'être dans un parti politique. D'ailleurs, beaucoup de syndicalistes sont membres de partis politiques. Lequel, par exemple? Non, c'est pas de... C'est parce que Noël Chadaré... Il y en a chez vous? Non, je parle de... C'est parce que Noël Chadaré a été à un niveau donné qu'on fait la remarque. Sinon, est-ce qu'il y a un test qui empêche un citoyen lambda pour dire que parce que vous êtes un syndiqué, vous ne pouvez plus être membre d'un parti politique? D'accord, donc pour vous, c'est normal. C'est normal. D'accord. Il a dit qu'il n'était pas dans l'opposition, donc il était syndicaliste, donc il ne voit pas pourquoi cela suscite assez de réactions. Mais bon, c'est normal quand on connaît la veuve qui a été la sienne, la façon dont il a géré ses actions, c'est normal que cela interpelle. C'est-à-dire le mouvement syndical, quand les syndicats sont dans les revendications, ils s'apparentent. Ils s'apparentent aux opposants. Parce que la revendication, c'est pour aller contre le gouvernement. Bon, le mot contre, c'est trop fort. Mais toujours est-il que quand vous êtes en train de faire les revendications, les gens estiment que vous ne parlez pas le même langage que le gouvernement. Et de ce fait, on pense que vous êtes un opposant. Et donc, on serait surpris que vous rejoignez encore
la mouvance présidentielle. C'est cette lecture que les gens font en étant étonnés. Mais je pense que la lecture, elle est tout autre. Quelqu'un est dans son rôle de syndicat et il n'est plus secrétaire confédéral. Il se met à la disposition de son pays pour le servir. Il adhère à un parti politique. Donc, il faut comprendre simplement ce débat ainsi. D'accord, on verra bien ce qu'il fera dans cette formation politique. À Parakou, il y a quelques jours en arrière, on a appris tristement le décès du jeune Faisal Ouourou dans des conditions assez difficiles. Les populations se sont soulevées. La police républicaine a sorti un communiqué dans les jours qui ont suivi pour apporter quand même une clarification. On sait qu'une enquête judiciaire a été ouverte. On est allé loin. Le ministre de l'Intérieur a sorti un communiqué un communiqué plus sévère, au ton dur, pour dire que désormais, tout agent qui serait coupable de bavure policière pourrait être radié, donc il sera présenté devant un conseil et il y aura peut-être dans la suite une radiation, des mesures assez fortes quand même, suite à cette situation du décès du jeune Faisal, dont le corps a été par la suite exhumé aussi pour besoin d'enquête. Alors, quand vous regardez toutes ces situations, voilà les différentes déclarations des autorités à divers niveaux, quelle analyse en faites-vous, M. Aloukoun? Bon, je crois que c'est une réaction prompte provenant des autorités, surtout au niveau policier, parce que l'État confie des missions à ses agents, mais en même temps ne les autorise pas à en abuser. Vous savez que l'abus de fonction est puni par la loi. Donc, et un État sérieux ne saurait laisser perdurer, disons, entre griffes, ces abus de fonction qui malheureusement finissent par ôter la vie à des citoyens béninois. Je crois que, tel que le ministre de l'Intérieur l'a dit, il faudrait procéder effectivement désormais à des sanctions sévères, des mises en garde pour que le policier, dans l'exercice bien sûr de sa mission républicaine, puisse constamment avoir l'esprit qu'il ne devait pas aller à l'abus. Parce que tout ce que nous disons maintenant, c'est l'abus de fonction qui amène cela. Et il faudrait que nous, citoyens aussi, nous comprenons que le policier est vertu de la puissance publique, qu'il ne fait rien en son propre nom. L'individu, quand il n'était pas policier, il ne pouvait pas vous arrêter sur la voie. Donc c'est parce que l'État a investi d'une mission qu'il exerce en tant que tel qu'il vous arrête, par exemple. Dans ce qui est revenu, M. Antoine Aloukonou, il y a eu un aspect de fouille de téléphone portable et le communiqué du directeur général de la police républicaine est revenu là-dessus. Il a dénoncé les fouilles abusives, sauf dans certaines conditions. Donc, Voilà. on aurait demandé au jeune étudiant de donner son téléphone, il aurait opposé un refus. Donc, est-ce que systématiquement, on doit fouiller les téléphones de tous les citoyens ou de tous les passagers à bord de leur véhicule ou au guidon de leur moto? Moi, je pense que je ne crois pas que la fouille de téléphone soit systématique, je ne le pense pas. Je ne connais pas le cadre juridique qui permet de faire la chose. Mais je pense que fouille systématique, et je ne crois pas que ce soit vrai parce que le téléphone, quand même, ce sont des données personnelles qui sont protégées par une loi en République du Bénin. Donc, si on doit aller à la fouille du téléphone de quelqu'un, il doit pouvoir avoir quand même des mécanismes de droit qui permettent de faire la chose. Ça ne peut pas être systématique. D'accord. Mais la police, pour une raison ou une autre,
peut, dans des cas donnés, recourir à des fouilles de téléphone pour avoir des informations. Et en la matière, en principe, il doit avoir quand même des procédures pour qu'il y ait des autorisations qui permettent de dire, bon, pour les besoins de l'enquête, il faut fouiller le téléphone de l'individu pour avoir plus d'informations. Mais ça doit être encadré. Ça ne saurait être systématique. C'est pourquoi je vous ai dit que ce sont des questions d'abus de fonction qui nous entraînent dans tout ça. Mais j'ai parlé aussi de façon globale. Ce n'est pas seulement dans le cas de fouilles de téléphone. Lorsque je suis devant un agent de police qui me demande de s'exécuter par rapport à une contravention, certainement, le mieux que je pense, c'est d'abord d'obtempérer. C'est d'abord d'obtempérer parce que en refusant, cela peut obliger peut-être le policier à tendre vers cet abus que nous faisons. Donc, il faut, au même moment où nous disons qu'il faut rendre plus professionnel ce corps de la police républicaine, d'accord? Au même moment, il faut éduquer les citoyens, les rendre responsables par rapport à certains actes qu'ils posent devant aussi le policier. Si le policier vous arrête et vous dit « donnez-moi votre clé », donnez la clé. Puisque c'est lui qui est là, qui représente l'État et par rapport aux contraventions routières, par exemple. S'il vous dit, vous obtempérez, après maintenant, il est obligé de dire les raisons pour lesquelles il vous a arrêté. Mais il y a des cas de figure où les gens s'opposent et ça génère assez de guéguerre entre la police et les citoyens, alors que les deux se complètent. La police est là pour les citoyens et sans les citoyens, la police aussi n'est rien. Antoine Aloukono, vous êtes acteur politique, membre du Parti Bloc républicain, invité de notre émission pour le compte de cette semaine. Je voudrais qu'on aborde l'aspect réseaux sociaux parce que on sait que récemment, il y a eu une situation dans le Nord où les populations se sont soulevées. Il y a eu une affaire par rapport au contrôle de cash, si mes souvenirs sont bons, et ça a été quand même relayé jusqu'au plus haut niveau. Alors, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce qu'on aurait connu ces cas-là? Et s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, est-ce que la révolte entre griffes des populations de Parakou aurait eu un tel écho jusqu'à amener les autorités à divers niveaux à réagir? Est-ce que quelque part aujourd'hui, les réseaux sociaux n'ont pas pris une place importante dans le fonctionnement de notre société? Ça, c'est sans doute la question que vous posez. C'est sans doute que les réseaux sociaux aujourd'hui ont contribué en grande partie à l'évolution de la société. Et je dirais tant positivement que négativement. Que négativement, bien sûr. D'accord? Positivement, c'est que par le biais des réseaux sociaux, l'information va très vite. Mais négativement, la fausse information aussi va très vite. C'est ça le mal. On peut présenter une situation, la commenter, le mettre dans des conditions pour alimenter la peur. D'accord? On sort l'élément de son cadre, on le met dans un autre cadre, et on le commente, et on alimente la peur. C'est en cela que les réseaux sociaux deviennent des instruments négatifs pour l'évolution de la société. C'est un couteau à double tranchant. C'est un couteau à double tranchant. Et ce n'est pas pour rien que la loi l'encadre. Il y a une loi sur le numérique. Et cette loi encadre tout ce que nous devons faire sur ces réseaux sociaux-là. C'est peut-être parce qu'on n'applique pas la loi que les gens pensent qu'il suffit d'avoir son téléphone en main et d'écrire ce qu'on veut, de transférer des informations qu'on veut, et partout où on veut, comment on veut. Non, c'est encadré. Et si on a la primeur de ces lois-là, on devrait faire très attention.
Normalement, aujourd'hui, avec l'évolution de la société, moi, j'aurais souhaité que n'importe qui ne peut plus être administrateur sur ces forums-là. Un administrateur doit pouvoir être avisé du b.a.-ba des tests pour savoir ce qu'il peut autoriser sur son forum et ce qu'il ne peut pas autoriser sur son forum. Parce que ce que nous voulons, c'est que ça soit les réseaux sociaux, soit un instrument de développement et non un instrument de division de la société, un instrument de diffusion de fausses informations. Je crois que nous l'avons lu il y a quelques jours, ça doit être au Zimbabwe, dans un pays, je n'ai pas l'exactitude de l'information, où on demande désormais aux administrateurs de ces forums-là d'avoir au moins le niveau de la licence. Je ne sais pas si c'est vérifié et peut-être qu'on va réguler tout ceci. Monsieur Antoine Adoukounou, nous sommes au thème de cette émission. Qu'avez-vous à dire en résumé, peut-être en guise de conclusion, notamment par rapport au fichier électoral ou à la liste électorale informatisée, voilà, ce qui fait beaucoup plus d'actualité, le cadre de concertation de l'opposition, les perspectives de 2026, voilà, en 1 minute 30 pratiquement, face à votre caméra, en guise de mot de la fin. Mon mot de la fin, d'abord, c'est de vous remercier pour cette invitation qui m'a permis quand même de donner, ne serait-ce que mon point de vue sur un certain nombre de questions liées à l'actualité sociopolitique. J'avoue que vous faites du bon travail ici. Merci beaucoup. Je vous encourage. Merci. Je dirais que dans le cadre de ces élections, ce que nous souhaitons, c'est que tous les acteurs impliqués dans ces élections, que ce soit les acteurs institutionnels ou les acteurs politiques, que nous tous, nous travaillons à converger vers la paix, vers une élection pacifique. Et comme le dirait l'autre, la paix que nous souhaitons n'est pas un mot, mais c'est un comportement. D'accord? Mes amis du cadre de concertation, je leur dis bravo pour avoir créé ce cadre, pour donner la preuve que la démocratie respire au Bénin. Et que je ne souhaite pas qu'ils utilisent ce cadre de concertation pour enrhumer la démocratie ou bien l'empêcher de respirer. Je le dis parce que, à voir les revendications que ce cadre de concertation a énumérées, je crains qu'en n'utilisant pas les moyens légaux pour ces revendications, qu'on ne débouche sur les événements du 1er 2 mai 2019. Parce que quand nous disons que le code est chrysogène, ce n'est pas le code qui est chrysogène. C'est le comportement des acteurs politiques par rapport au code qui est chrysogène. Lorsque, par exemple, je veux qu'on fasse une relecture du code électoral, il faut que j'utilise les moyens légaux. Les moyens légaux, c'est que c'est au Parlement qu'on fait la relecture, suivant la procédure législative bien établie. Ce n'est pas dans la rue qu'on fait la relecture. Donc, je vous ai donné un exemple illustratif pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que nous devons travailler dans le strict respect des tests pour que la paix règne. Il ne faudrait pas que, parce qu'on est cadre de concertation, que ça aille dans tous les sens. D'accord. C'est mon souhait pour ce cadre-là. J'invite aussi le gouvernement à jouer sa partition, les institutions, la Cour constitutionnelle, la Sénat, tout ça là, pour que, à l'arrivée, nous ayons cette première élection générale réussie dans la paix. Merci beaucoup à vous. Monsieur Antoine Adoukounou, acteur politique, membre du Parti Bloc républicain,
C'est la fin de ce numéro de Prime Politique. Merci à tous de nous avoir suivis.